Il me fait souffrir. Pourtant, il dit qu'il m'aime. Et moi, je crois tout ce qu'il me dit. Alors, il peut bien faire n'importe quoi. Mais je l'aime quand même. Parce qu'il est tout pour moi. Ces mots, on les a d'abord chantés, puis pensés, et enfin crus. On les a murmurés, on les a même pleurés. Ce sont les mots de la dissonance cognitive, cette capacité étrange qu'a notre esprit d'héberger deux vérités opposées en même temps. Il me fait du mal et je l'aime. Deux réalités qui ne devraient pas pouvoir cohabiter. Pourtant, elles le peuvent, et pour cause. Le cerveau, pour survivre à cette contradiction, va choisir un camp, le plus confortable, celui qui protège l'histoire d'amour que l'on veut continuer à croire. Il va réécrire l'histoire, il va minimiser, justifier, déplacer la réalité. Il va nous rendre aveugles à ce qui crève les yeux, aveugles à la violence, aveugles à nos propres larmes et parfois aveugles à nous-mêmes. Et pour rendre mignon cet aveuglement, on se dit que l'amour est aveugle. Mais l'amour n'est pas aveugle. C'est notre esprit qui capitule. C'est notre esprit qui, pour ne pas affronter une réalité qu'il n'est pas prêt à voir, préfère ne pas voir. C'est notre cerveau qui, pour survivre à la contradiction, choisit de réécrire la réalité plutôt que de perdre l'illusion. Alors, comment sortir de ce piège? Comment distinguer l'illusion de la réalité? Et surtout, comment reconstruire un regard clair sur sa propre vie? Aujourd'hui, dans le podcast Les élans du cœur, nous plongeons au cœur de ce paradoxe, pour le comprendre, pour mesurer ce qu'il nous coûte, et pour tracer pas à pas le chemin qui mène de l'ombre à la lumière. Je suis Fatem Zahra Alami, passeuse de clarté dans les territoires où la raison s'égare. J'éclaire les angles morts de l'amour, sur le chemin de celles et ceux qui sont dans l'obscurité par peur de voir ce qui fait mal, avançant donc doucement vers ces angles morts où l'obscurité a trop duré pour les éclairer un par un. La dissonance cognitive, ce territoire où la raison vacille, s'installe doucement, par petites touches, par petites trahisons de la réalité qu'on accepte une à une sans même s'en rendre compte. Voici comment elle se glisse dans le quotidien. D'abord, la minimisation. Ce n'était pas si grave, et c'est souvent le premier angle mort de l'amour. Il dit un mot trop dur, elle pose un geste trop froid, quelque chose blesse, mais au lieu de s'y arrêter, on le réduit, on l'efface, on le rend plus petit qu'il n'était. On commence par excuser l'inexcusable. Il ne voulait pas vraiment me blesser et ne s'est pas rendu compte. Ce n'était pas intentionnel. On trouve des raisons, on atténue, on rend la violence plus douce, plus acceptable, plus accidentelle. On commence à diminuer la réalité pour qu'elle tienne dans la case étroite de ce qu'on est prêt à accepter. Deuxième angle mort de l'amour, la justification. Il a ses raisons. Quand on ne peut plus minimiser, on justifie les comportements de l'autre. Elle a eu une enfance difficile. Il est tellement stressé par son travail. Ce n'est pas sa faute, c'est la fatigue, c'est l'alcool, c'est la pression. On trouve des explications, des excuses, des causes extérieures pour ne pas avoir à regarder la vérité en face. Et parfois, on va plus loin encore, on retourne le couteau vers soi.
C'est le troisième angle mort de l'amour, le déplacement de la faute. C'est ma faute, j'ai mal compris. Si je n'avais pas dit ça, il ne se serait pas emporté. C'est moi qui ai provoqué sa réaction. On accepte la culpabilité pour ne pas avoir à accepter l'autre réalité, que l'autre nous fait du mal et que c'est sa responsabilité, pas la nôtre. Alors, on recompose le passé. Et c'est le quatrième angle mort de l'amour, la réécriture de l'histoire. On se souvient surtout des bons moments, on les amplifie, on les répète comme une litanie pour couvrir le bruit des mauvais moments. On se raconte que la relation est faite de ces éclats de lumière et que le reste, la violence, les silences, les absences, tout ça, ce n'était que des nuages passagers. On devient le gardien d'un roman qu'on réécrit sans cesse pour qu'il reste supportable. Et pour que ce roman tienne, il faut s'éloigner de ceux qui pourraient le contredire. De toute façon, personne ne peut comprendre. C'est le cinquième angle mort de l'amour et le dernier, l'isolement. On évite de parler de la relation à ses proches. On coupe court quand une amie s'inquiète. On se brouille avec ceux qui osent dire « Tu ne vois pas ce qui se passe ?» Parce que leur regard est une menace, leur clarté un danger. Alors, on préfère rester seul avec notre version de l'histoire, même si elle nous étouffe. Pourtant, en même temps, il y a cette tension, cette corde raide entre deux forces contraires, l'envie de rester viscérale, presque vitale, et la douleur bien réelle qui ne cesse de revenir. La dissonance cognitive devient alors un filtre mental, un filtre qui transforme la souffrance en quelque chose de supportable juste pour maintenir le lien amoureux. Un filtre qui réinterprète les conflits, transforme la violence en accident. Un filtre qui repeint les silences en preuve d'amour. Tout ça parce que perdre le lien fait parfois plus peur que souffrir. Ces 5 angles morts, minimiser, justifier, déplacer, réécrire, s'isoler. Ce sont les chemins par lesquels la dissonance cognitive nous éloigne de nous-mêmes. Chacune d'elles, prise séparément, semble anodine. Un petit arrangement avec la réalité, une petite concession, juste pour tenir, juste pour ne pas voir. Mais ensemble, elles construisent une prison où l'on finit par ne plus savoir ce qui est vrai, une prison où l'on doute de ses propres perceptions, une prison où l'on se retrouve aveugle, les yeux pourtant grands ouverts. Et cette prison, elle a des racines profondes, plantées bien avant la relation. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Cette prison que nous venons de décrire, elle ne tombe pas du ciel. Elle a des fondations posées bien avant la relation, bien avant les premières larmes. Voici ce qui, en nous, prépare le terrain de la dissonance. Premièrement, la survie psychique avant tout. Le cerveau humain a une priorité absolue, survivre. Pas seulement physiquement, mais psychiquement aussi. Et pour lui, une vérité trop douloureuse peut être aussi menaçante qu'un danger physique. Alors, il choisit, il arrange, il réécrit. Parce que l'alternative, admettre que la personne qu'on aime nous fait du mal, serait peut-être insupportable. Elle signifierait devoir remettre en question tout ce qu'on a construit,
tout ce qu'on a cru, tout ce qu'on a investi. Le cerveau préfère une réalité arrangée qu'une réalité qui détruit nos rêves. Deuxièmement, l'attachement affectif déjà en place. Quand on a tissé un lien, quand on a investi du temps, de l'énergie, de l'espoir, des années parfois, ce lien devient précieux. Il devient une partie de nous. Et plus on a investi, plus il est difficile de partir. C'est ce qu'on appelle le piège des coûts irrécupérables. J'ai déjà tellement donné, je ne peux pas tout perdre maintenant. Alors on continue, on persévère, on espère que ça finira par payer. Et la dissonance cognitive nous aide à tenir en réécrivant sans cesse l'histoire pour qu'elle reste supportable. Troisièmement, l'espoir comme anesthésiant. Il va changer. C'est la dernière fois. Je le sens, cette fois c'est différent. L'espoir, normalement, est une force, mais dans la dissonance cognitive, il devient un anesthésiant. Il nous permet de supporter l'insupportable en repoussant sans cesse l'échéance. On vit dans l'attente, et tant qu'on espère, on ne voit pas. Tant qu'on espère, on ne part pas. Tant qu'on espère, on reste prisonnier de cette illusion que les choses vont finir par s'arranger d'elles-mêmes. Quatrièmement, la peur de la solitude. Parfois, ce qui nous retient, ce n'est pas tant l'amour que la peur du vide après. La peur de se retrouver seul, la peur du silence, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être aimé par quelqu'un d'autre. Alors, on préfère une relation qui fait mal à une absence de relation. On se dit, tu vois, ce n'est pas si mal, regarde comme il peut être doux parfois, regarde comme elle m'aime au fond. Et la dissonance cognitive devient alors ce filtre qui protège l'attachement coûte que coûte, même au prix de la lucidité. Les moments d'amour deviennent des preuves du lien, les moments de douleur deviennent des exceptions. Plus on a besoin de rester, plus on réécrit la réalité. Cinquièmement, la méconnaissance d'un amour sain. Quand on a grandi sans modèle d'amour stable, quand on a vu ses parents s'aimer dans la tourmente, quand on a appris que l'amour, ça doit faire mal, alors on ne sait pas qu'autre chose existe. On confond l'orage avec le foyer. On prend les secousses pour de l'intensité. On croit que la violence est une preuve de passion, parce que c'est le seul langage qu'on connaît. Sixièmement et dernièrement, la faible estime de soi. Et puis, il y a cette voix intérieure, ancienne, tenace, qui murmure « Tu ne mérites pas mieux. C'est déjà ça. C'est mieux que rien. Personne d'autre ne voudra de moi. » Quand on ne s'estime pas, on accepte moins ce qu'on mérite. On tolère l'intolérable. On trouve normal l'anormal. Et la dissonance cognitive devient alors une alliée et nous aide à maintenir l'idée que nous sommes aimés, même quand les preuves disent le contraire, parce que sans cette illusion, il ne resterait que le vide et la conviction de ne rien valoir. Alors voilà, nous avons exploré ensemble les 5 angles morts par lesquels la dissonance cognitive s'installe dans nos vies. Ces petits arrangements avec la réalité, ces concessions silencieuses qui, une à une, construisent une prison. Et nous avons vu ce qui, en nous, prépare le terrain de cet aveuglement. Ces racines profondes qui rendent la dissonance possible, presque inévitable. La survie psychique, l'attachement, l'espoir anesthésiant,
la peur de la solitude, la méconnaissance d'un amour sain et enfin la faible estime de soi. Comprendre tout cela, c'est déjà poser un premier pied hors de la prison. Parce que la clarté, une fois semée, finit toujours par germer, même dans les sols les plus arides. Avancer hors de l'ombre, c'est déjà commencer à marcher vers la lumière. Même si ça fait mal, c'est le seul chemin qui mène à la paix. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut aussi mesurer ce que cet aveuglement nous coûte. Et surtout, il faut apprendre à en sortir. Et c'est ce que nous ferons, Inch'Allah, dans le prochain épisode. Nous y explorerons les conséquences invisibles de la dissonance cognitive, ce qu'elle nous vole jour après jour sans qu'on s'en rende compte. Et surtout, nous tracerons ensemble le chemin de la clarté, ces étapes concrètes pour réapprendre à voir, pour reconstruire un regard clair sur sa propre vie, pour sortir enfin de l'aveuglement. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour cette deuxième partie. En attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous, même dans l'obscurité la plus épaisse, la lumière n'est jamais bien loin. Parfois, il suffit d'un tout petit pas pour commencer à la voir.